Pour comprendre l'histoire d'un quartier comme Yodogawa, à Osaka, on a un réflexe. On cherche les grands monuments, les temples, les châteaux. Des choses qui durent, quoi, qui sont immobiles. Mais en fait, pour Yodogawa, les sources qu'on a explorées nous disent de faire tout l'inverse. Il faut suivre le courant. C'est exactement ça. L'identité de ce lieu, elle n'est pas dans la pierre. Elle est dans la fluidité, le mouvement, le changement permanent. C'est logique quand on y pense. Ben oui, on est au confluent de deux fleuves majeurs, Yodogawa et le Kanzaki. Géographiquement, c'est un carrefour, une porte d'entrée et de sortie. Du coup, l'histoire du quartier, c'est l'histoire de ce qui a transité par là. Les marchandises sur les bateaux, les croyances. Exactement. Et plus tard, la modernisation qui l'a traversée à toute vitesse. Tout est une question de flux. Notre mission aujourd'hui, c'est donc de plonger dans 5 récits qui illustrent parfaitement cette idée. On va partir de faits historiques, parfois de légendes, pour dénicher des trésors cachés. Des trésors qu'on peut encore voir aujourd'hui. Oui, des lieux qui racontent comment cette grande porte nord d'Osaka a été façonnée non pas par ce qui restait, mais par tout ce qui l'a traversé. Et on va voir que c'est plein de paradoxes, des lieux de passage qui meurent à cause de leur importance, des dieux stoppés par la nature, des infrastructures qui deviennent des paradis écologiques. Ça bouscule pas mal d'idées reçues sur ce que c'est le patrimoine. Commençons tout de suite par une histoire qui m'a vraiment surprise, celle de la traversée de Kanzaki. C'était un passage vital, un axe majeur. On imagine la prospérité, la richesse, et pourtant, les sources racontent l'exact opposé. Comment c'est possible? C'est tout le drame de cet endroit. À son apogée, c'était un passage obligé. Les sources disent que les voyageurs s'y pressaient jour et nuit sans interruption. Une sorte d'autoroute de l'époque, quoi. Voilà. Mais cette importance stratégique, c'est devenu sa malédiction. Le gouvernement central a imposé aux villages locaux une obligation, le Koyo Kawagwe. Le Koyo Kawagwe, ça veut dire qu'il devait faire traverser gratuitement certains voyageurs? C'est ça. Tous les officiels, les missions du shogunat, les seigneurs en déplacement. Tout le monde passait gratuitement. Exactement. Et entretenir les bateaux, payer les passeurs, ça avait un coût énorme. Surtout après la grande famine de 1732, qui a dévasté la région. C'est devenu un fardeau insupportable. Les villages se sont endettés jusqu'à la ruine. C'est terrible. Le centre qui pressure la périphérie jusqu'à l'épuiser. Et on a des preuves concrètes de ce déclin? Des preuves saisissantes. Le célèbre cartographe Inotada Taka, qui a arpenté tout le Japon au début du 19e siècle, il passe par là en 1808. Et on a son journal de bord. Et qu'est-ce qu'il dit? Il ne décrit pas du tout un carrefour bouillonnant d'activité. Il parle d'un village solitaire. Solitaire. Le mot est fort. Et ce n'est pas le seul. 50 ans plus tard, en 1853, un autre officiel dresse le même tableau. Un lieu désolé, à l'abandon. L'un des points névralgiques du pays était devenu une friche. C'est fou. Et alors, si on va sur place aujourd'hui, qu'est-ce qu'on y trouve? J'imagine qu'il ne reste rien. Pas une stèle, pas une ruine. Absolument rien. Et c'est justement ça, le trésor caché. Le vide. Le silence. Un silence assourdissant, là où il y avait un vacarme incessant. Quand on se promène sur les berges du fleuve Kanzaki aujourd'hui, on ne visite pas un lieu, on visite une absence. C'est un mémorial en creux. Ça nous rappelle que chaque grande artère de communication a ses sacrifiés. C'est une idée très puissante, ça. Le trésor n'est pas ce qu'on voit, mais ce qu'on ressent. C'est un lieu pour réfléchir au coût humain du progrès. Exactement. On sent le poids de cette histoire. Et on comprend aussi la rupture qu'a été l'arrivée du train, qui a rendu ce fleuve et ses villages soudainement obsolètes. Le paysage s'est figé. Voilà. Il s'est figé dans son histoire de déclin, qui est devenue une forme de tranquillité. C'est une visite qui invite à beaucoup d'humilité. On regarde l'eau couler et on pense à tous ces flux, ceux qui créent et ceux qui détruisent. Fascinant. On a donc un lieu façonné par un flux humain, puis abandonné. Mais dans notre histoire suivante, ce n'est pas un flux humain qui est stoppé, c'est carrément un flux divin. Ah oui, là on change complètement de registre. On passe de l'économie au mythe. Et ce n'est pas par choix, mais par la force brute de la nature. On est à l'époque de Muromachi. L'histoire concerne le sanctuaire Kamata. Il faut imaginer un cortège très solennel qui part de Kyoto. Il transporte un bunrei du grand sanctuaire de Kamigamo. Un bunrei, et c'est une sorte d'extension de la divinité principale, c'est bien ça? Un peu comme une franchise sacrée si on ose l'image. C'est une image un peu moderne, mais l'idée est là. C'est une parcelle de l'esprit du Dieu qu'on envoie pour établir un nouveau lieu de culte plus au sud. D'accord. Et là, c'est le chaos.
Un typhon d'une violence inouïe s'abat sur eux. Impossible de continuer, j'imagine. Ils doivent trouver un abri d'urgence. Exactement. Ils se réfugient en catastrophe où ils peuvent, le typhon dure, le voyage est compromis. Finalement, la décision est prise. La divinité restera ici. L'installation est forcée par les éléments. Le sanctuaire est né d'un imprévu. D'un accident de parcours. Il a d'ailleurs été appelé au début Muro no Myojin, la divinité de l'abri. C'est un paradoxe incroyable. Normalement, c'est le dieu qui choisit un lieu. Là, c'est la tempête qui choisit pour lui. Et ce qui est fascinant, c'est comment cet événement, cette installation forcée, devient la preuve la plus spectaculaire du pouvoir de la divinité. Comment ça? Pour les habitants, le message est clair. Ce dieu a été arrêté ici par une tempête terrible, mais il y a survécu. Il a donc le pouvoir de nous protéger de ces mêmes catastrophes. Ah oui, la contrainte se transforme en promesse de protection. Voilà. Yodogawa, la porte des eaux, était un lieu dangereux, et voilà qu'un dieu s'y ancre littéralement pour le protéger. Et quel est le trésor caché qui nous reste de cette histoire épique? Il est particulièrement émouvant et très visible. Dans l'enceinte du sanctuaire, il y a les vestiges de plusieurs camphriers immenses, les Kusunoki no Okabu. Des arbres centenaires. Oui, ils sont morts depuis longtemps, mais leurs souches géantes, énormes, sont toujours là, comme des sculptures naturelles. Ce sont des témoins silencieux de cette tempête. On doit sentir une énergie particulière. Telles, on voit des offrandes, des fleurs. C'est comme si la mémoire de l'arbre et celle du dieu avaient fusionné. Ça dégage une force tranquille, vraiment poignante. C'est un lieu qui connecte la nature, le spirituel, l'histoire. Une destination parfaite pour qui cherche un Japon plus secret. On vient de voir la nature imposer sa loi. Mais elle sait aussi s'adapter de manière très surprenante. Restons au bord du fleuve Yodogawa, mais avançons un peu dans le temps. On arrive à l'âge d'or du transport fluvial. On imagine l'agitation, les grands bateaux de marchandises, les Jusekibune, et ces fameux petits bateaux-restaurants, les Kurawankabune. Ah, les Kurawankabune, oui. Ils accostaient les plus gros bateaux pour vendre de la nourriture aux passagers. Ça devait être une sacrée animation. C'était l'autoroute de l'époque, hein. Une artère économique vitale entre Osaka et Kyoto. Et comme toute autoroute, elle a demandé de l'ingénierie. Pour faciliter la navigation, on a construit sur les berges des sortes d'épices en pierre, des digues qu'on appelle suiseiko. Le but était purement commercial, j'imagine. Aller plus vite. Gagner plus d'argent. C'est de l'optimisation logistique version 18e siècle. Mais comme pour la traversée de Kanzaki, la modernité est venue tout balayer. Le chemin de fer, encore une fois. Le chemin de fer et les bateaux à vapeur avant lui. Le trafic fluvial a été divisé par 20 en quelques décennies. Et du coup, ces Suiseco, ces ouvrages d'ingénierie, sont devenus... Complètement inutiles, des vestiges d'une époque révolue. Et je suppose que la nature a repris ses droits. Mieux que ça, la nature les a réutilisés. C'est là que l'histoire est géniale. En brisant le courant du fleuve, ces structures en pierre ont créé involontairement des zones d'eau très calmes juste derrière elles. Des sortes de petits bras morts? Exactement. Des lagunes artificielles qu'on nomme wando en japonais. Attendez. Donc une infrastructure purement commerciale, presque industrielle, est devenue un refuge pour la nature. C'est incroyable. C'est un cas d'école de ce que nos sources appellent une reconversion fonctionnelle. Un héritage de l'ingénierie humaine qui, une fois abandonnée, devient la pierre angulaire de la restauration écologique. Et ça existe encore aujourd'hui? Bien sûr, ces wando sont des habitats cruciaux pour des dizaines d'espèces de poissons, d'insectes, d'oiseaux. Le trésor caché, c'est ce chapelet de micro-écosystèmes qu'on peut longer en se promenant. C'est une leçon d'écologie involontaire, en fait. Une infrastructure pensée pour le profit devient une nurserie pour la biodiversité. Absolument. Ça montre que les traces qu'on laisse dans le paysage ont leur propre vie. Elles continuent d'évoluer, bien après qu'on ait oublié leur but initial. On a vu la nature s'adapter, mais les gens, comment font-ils? Passons à une histoire plus humaine, plus vivante. Direction le quartier de Jusso. Ah, Jusso. C'est un autre type de carrefour, un carrefour ferroviaire cette fois, avec le développement de la compagnie Hankyu. C'est un lieu de passage par excellence, mais un passage qui a généré sa propre culture. Et ça se voit surtout dans ces galeries commerçantes, les Shotengai. C'est ça. Et quand on lit les descriptions, on est loin du centre commercial moderne et aseptisé. Les sources parlent d'un mélange d'ancien et nouveau, résumé par l'expression Shinkyu Irimajita. Le neuf et l'ancien entremêlés. C'est comme une sorte de fossile vivant de l'ambiance d'autrefois. Fossile, j'aime bien l'image. Mais je dirais même plus, c'est un laboratoire vivant,
Un fossile, c'est mort, c'est figé. Ah, juste. Alors que ces galeries, comme la Jusso Onmachi, elles luttent, elles s'adaptent, elles sont en négociation constante avec la modernité. C'est cette tension qui les rend si vibrantes. Un laboratoire vivant, c'est encore mieux. Et donc, le trésor caché, c'est cette ambiance elle-même. Oui, c'est un patrimoine immatériel. C'est de flâner sous les arcades, de voir ces enseignes qui datent de l'ère Showa à côté d'un nouveau café branché, de sentir les odeurs de cuisine. C'est une expérience qui résiste à l'uniformisation. On n'est pas là juste pour acheter, on est là pour sentir le pouls de la culture populaire d'Osaka. La culture shumine, exactement, c'est une forme de résilience. Chaque commerçant qui maintient son originalité préserve un fragment de l'âme de la ville. C'est une histoire qui se vit au quotidien. Voilà. Et pour un visiteur, c'est une plongée dans une authenticité qui se fait de plus en plus rare. C'est le Japon du quotidien, chaleureux et attachant. On quitte cette agitation à échelle humaine pour notre dernier récit, et là, on va vers le contraste le plus violent de tous. On va explorer la superposition de deux époques dans le quartier de Higashi-Mikuni. Higashi-Mikuni, historiquement, c'était la campagne. Des champs, des petits villages. Le nom même de Mikuni, trois royaumes, rappelle son ancienne position au carrefour de trois provinces. C'était un lieu au rythme lent. Et puis, la rupture. Brutale. 1964. Les Jeux Olympiques. Et surtout, le Shinkansen. Le train à grande vitesse. Et pour lui, on construit juste à côté la gare de Shinosaka. Et d'un seul coup, le monde de la rizière se retrouve face au symbole absolu de la modernité et de la vitesse. C'est ce que les sources appellent la superposition instantanée de l'histoire. C'est ça. Le tissu urbain ancien coexiste de manière abrupte avec les lignes de béton du Shinkansen. Il n'y a pas eu de transition douce, c'est un collage. Donc le trésor caché ici, ce n'est pas un lieu précis, mais un parcours, une expérience à vivre. Exactement. Les sources suggèrent un itinéraire fascinant. D'abord, se promener dans les rues calmes autour du sanctuaire Komata, celui du dieu arrêté par la tempête. On est dans un temps lent. Et ensuite, le choc. Ensuite, on change complètement d'échelle. On va vers la gare de Shinosaka, on monte sur une plateforme d'observation et là, on domine l'immensité du réseau ferroviaire. On voit les trains fendre le paysage. En 10 minutes de marche, on passe du 15e siècle au 21e. C'est une expérience physique de l'accélération de l'histoire. Ça crée un dialogue incroyable entre la lenteur et la vitesse, l'immobilité et le mouvement. C'est une invitation à réfléchir à l'impact parfois brutal de la modernisation. Et ça nous ramène à notre thème principal. Yodogawa a toujours été une porte. C'était la porte fluviale, c'est aujourd'hui l'une de ses principales portes ferroviaires. La fonction de transit est restée, mais la technologie et l'échelle ont été complètement bouleversées. Alors, que retenir de toute cette exploration ? Pour moi, c'est clair. L'histoire de Yodogawa ne se lit pas dans la pierre. Elle se lit dans ses flux, ses adaptations. Ces transformations inattendues. Oui, des digues commerciales qui deviennent des refuges pour la faune, le déclin d'un passage qui crée un paysage de quiétude, une galerie marchande qui résiste. Je crois que Yodogawa nous enseigne que l'histoire n'est pas une relique statique. C'est une force vivante, dynamique. L'identité de ce quartier, ça a toujours été d'être une interface, un lieu de passage. Jamais une fin en soi. Jamais. Et son plus grand trésor, finalement, c'est peut-être cette incroyable capacité de ces lieux, de sa nature et de ses habitants, à s'adapter au courant de l'histoire. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une pensée pour la route. Si l'histoire d'un lieu n'est pas définie par ce qui reste immobile, mais par tout ce qui le traverse, les gens, les marchandises, les idées et même les divinités en détresse, comment est-ce que ça change notre regard sur les quartiers de nos propres villes, ceux qui nous semblent, à première vue, sans histoire ?